Bien, bonjour. Donc, merci d'être présent à ce webinaire concernant la collection MEE, euh, donc collection d'Autodesk au même titre que les collections qu'on retrouve en mécanique ou en architecture et construction. Donc, l'objectif, c'est de vous découvrir un peu ce qu'il y a comme produit dans cette collection. Donc, je me présente brièvement. Moi, je suis Frédéric Fanière, donc je suis responsable produit et je supporte les solutions Autodesk que ce soit dans l'architecture et la construction ou le multimédia et l'entertainment depuis 1988, donc un certain temps maintenant, et j'ai vu évoluer tous les produits depuis les premières versions, puisque c'était le démarrage des produits Autodesk logiciels et bien sûr supporter beaucoup d'entreprises ou d'utilisateurs à l'utilisation de ces produits, et donc une bonne expérience sur notamment les différentes imbrications qu'il peut y avoir, enfin workflow, pipeline, comme vous l'entendez, autour de ces produits. Alors rapidement, la société REF donc est dédiée au monde de l'architecture, du bureau d'études et de multimédia et de l'entertainment. Alors je vais relancer, je vois que mon PowerPoint est tombé en rade. Donc, RFSA existe depuis 88 maintenant. On est un bureau d'études. On s'est beaucoup spécialisé sur la partie bâtiment, imagerie et simulation. Donc, nous avons plusieurs agences en France, notamment à Paris, Lyon et Grenoble. Nous avons également une filiale à l'étranger et on a beaucoup travaillé dans les années 2000 jusqu'à maintenant sur la notion du BIM, bien sûr, et puis parce que lié au bâtiment, mais également beaucoup sur la visualisation en étant en accompagnant Autodesk dans la mise en place des différentes solutions d'imagerie que l'on va retrouver à travers la collection MNI. Donc ici, aujourd'hui, on va parler donc de cette collection et de la problématique de la production d'images et de rendu, hein, notamment dès qu'on a une simulation ou une présentation à faire de qualité. Produire du contenu de qualité, avant tout, c'est d'avoir de bonnes idées. Ce qu'il faut surtout, c'est de disposer d'un bon pipeline entre les produits, notamment pour pouvoir récupérer le maximum d'informations sans être obligé de tout reconstruire, d'accéder à beaucoup d'outils parce que finalement, quand on va produire une vidéo, un effet spécial ou qu'on doit mettre des matériaux, enfin embellir une présentation, il faut des outils et des outils qui sont tous différents les uns des autres. Mais le plus important, c'est de pouvoir les chaîner entre eux. Bon, le principal aussi problème, c'est d'étoffer ces équipes, puisque finalement, quand il y a beaucoup d'outils, ben, on a besoin de mains pour pouvoir travailler sur ces outils. Alors, Autodesk a fait quand même des efforts de ce côté-là, puisqu'il y a des interfaces qui se ressemblent quand même, donc qui permettent d'appréhender le produit plus facilement. Produire du contenu de qualité nécessite aussi toujours d'avoir des capacités de rendu, des capacités de calcul, puisque contrairement au logiciel de CAD, on va dire de CAO, où ben, je clique et j'ai le résultat de mon clic, quand on va produire de l'image, à un moment donné, il faut qu'on fasse du calcul et donc on ait des capacités de calcul pour calculer des images. Bon, une animation, ça peut durer 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, et sachant qu'il y a 25 images par seconde, un minima, voire 30, ben, on va s'apercevoir qu'il faut énormément solliciter ces machines pour pouvoir faire des rendus de qualité, puisqu'on vient assembler les images les unes derrière les autres pour faire un film. Et également simplifier donc l'achat des licences, le déploiement et les coûts, et la collection MEE donc facilite grandement, je dirais, la prédiction sur le licensing, et donc les coûts sont lissés à la fois sur l'année, voire sur plusieurs années, et permettent d'anticiper
la notion de coût avec des outils qui n'arrivent pas à la dernière minute dans son pipeline. Donc, quand on va produire une séquence animée, ben, en gros, il y a 3 grosses étapes. On va dire la pré-production, c'est là où on va poser les choses, on va construire son storyboard, on va regarder le budget qu'on veut mettre également dans cette animation. Et puis ensuite, on a la production en tant que telle. On va démarrer d'abord par la modélisation. Qu'est-ce qu'on récupère de l'extérieur? Qu'est-ce qu'on récupère des logiciels de CAD? Par exemple, si je dois faire une animation dans l'architecture, poser les matériaux, travailler sur les éclairages. Il va falloir mettre en lumière quand même ce que l'on montre, travailler sur les animations, faire des simulations, faire des précalculs pour voir un peu ce que cela donne, faire des calculs avec des outils sur des effets spéciaux particuliers, et puis ensuite produire son rendu. Et une fois qu'on a fait ça, on a toute la partie post-production où il va falloir qu'on assemble ces images, on les retravaille peut-être, qu'on fasse des corrections, et puis derrière qu'on réfléchisse bien sûr à mettre en place, à publier le résultat de son travail sous toute forme, c'est-à-dire que ce soit pour la qualité, la haute définition, pour un téléphone portable, pour ci, pour ça, etc. Donc ça, en général, bien sûr, on y a pensé en pré-production, hein, puisqu'on se dit, ben voilà, l'objectif, c'est de sortir notre animation sur tel support, parce que ça induit derrière quand même beaucoup au niveau de la production. Et puis ensuite, on a cette notion de post-production. Alors, la collection MNI, qu'est-ce qu'elle apporte, hein? D'abord, ben, c'est une collection d'outils qui permet quasiment de faire tout ce dont on a besoin pour produire un film de qualité. Si je prends aujourd'hui les logiciels Autodesk qui sont, je dirais, dans la sphère de l'imagerie et de l'entertainment, on a en gros une dizaine de logiciels. Bon, il n'y a pas Sketchbook Pro, mais grosso modo, là, vous avez Maya, 3ds Max, Arnold pour le moteur de rendu, ShotGrid également. Vous avez les outils de compositing comme Flame, vous avez Motion Builder, Modbox et bien sûr Recap Pro. Sur travers cette slide, on voit un peu ce qui est utilisé pour le workflow film, TV, qu'on utilise dans le jeu et ce qu'on utilise dans la visualisation. Donc, l'ensemble de ces produits, Autodesk a eu la bonne idée de les regrouper dans une collection. D'accord? Et cette collection, elle comprend en gros les produits essentiels dont on va avoir besoin pour produire des films de qualité. On va retrouver Maya, on va retrouver 3ds Max, donc les deux moteurs, je dirais, phares de la création. On va retrouver depuis quelques années le moteur Arnold qui a supplanté Mentalray au niveau du rendu. Donc une acquisition qu'a fait Autodesk il y a quelques années, une acquisition réussie et qui permet d'avoir un moteur de très très haute qualité. Donc pour faire ces rendus, on verra que ce soit du rendu CPU ou du rendu GPU, c'est-à-dire produit par ces processeurs de machine ou produit par ces cartes graphiques. On a dans cette collection le produit Motion Builder qui permet de travailler sur la capture de mouvement et puis de simuler les déplacements de personnages de façon hyper réaliste. On a Modbox donc qui permet de créer des formes et puis les texturer très facilement. C'est un jeu d'enfant. Et puis on a également Recap Pro qui est intégré dans la collection MNI qui permet de reconstituer, je dirais, des environnements réels à partir de scans ou de photogrammétrie de photos pour pouvoir reprendre un site extérieur, voir un objet, etc., de façon assez simple. Donc tous ces produits chaînés les uns derrière les autres ou ensemble permettent de créer une composition, une animation de qualité. Alors, je vais basculer un peu sur tous les produits. Si je prends aujourd'hui un produit comme Maya, Maya, c'est aujourd'hui, je dirais, un moteur qui est dans le giron d'Autodesk depuis maintenant de nombreuses années. Ça fait partie, on va dire, des 3-4 gros produits que l'on va retrouver dans le monde de la modélisation, du texturing, de l'animation, et qui permet de faire un peu ce que l'on veut pour la création.
on a la notion de création de personnages, tout ce qui est animation 3D va être possible, et un tas d'effets spéciaux, et notamment des effets spéciaux qui ont été enrichis avec un outil qui s'appelle Bifrost, qui a intégré Bifrost, qui a été intégré par Autodesk il y a 3-4 ans maintenant, et qui permet de simuler, de faire des animations très complexes. Bifrost, si je reprends ce produit, ben, c'est un produit qui permet, à travers une interface nodale, donc de construire des graphes pour simuler des incendies, simuler de l'eau, simuler des fumées facilement, simuler également de la modélisation avec des fichiers lourds, ce que je vais vous montrer. On peut bien sûr travailler avec des systèmes de particules qui sont les fonctionnalités qui sont intégrées à Bifrost de façon très aisée, puisque cette interface nodale va nous permettre de programmer finalement les différentes actions que l'on veut faire sur des quantités astronomiques d'objets avec des tailles infinitésimales quasiment, tout en restant dans son interface graphique de type PC. Alors, si je parle de Maya, dans un premier temps, d'accord, Maya, ben, je vais en parler un petit peu, ben, c'est une interface, on va voir, qui ressemble quand même aujourd'hui, qui est similaire à 3ds Max, avec donc des espaces de travail, des fonctionnalités qui lui sont propres, avec, on va avoir des vues pistes si on a besoin, pour pouvoir se déplacer ses clés d'animation, travailler ses clés d'animation, un peu comme 3ds Max. On a bien sûr des outils qui sont propres à Maya, mais qui sont des outils qu'on va retrouver dans tous les logiciels de modélisation et de création, des outils donc de création d'objets. Ça peut être des objets 2D ou des objets 3D. Ici, je crée un objet 2D. Ben, concrètement, on voit que rapidement, je vais pouvoir travailler sur les surfaces et simuler n'importe quel type de déplacement, que ce soit une extrusion, rajouter des formes de modélisation à mes objets. On a la possibilité également de travailler sur les objets à travers, on voit qu'on a l'explorateur de tous les éléments qu'on a sur Maya. On va avoir les outils d'animation avec la vue piste que l'on voit en bas, hein, un peu comme on va retrouver dans 3ds Max. Je dirais que la différence entre les deux, bon, bien sûr, c'est des outils qui sont différents, mais le résultat est à peu près le même. Et ce qui est le plus important, c'est de savoir où trouver ces informations. On va s'apercevoir qu'on a quasiment les mêmes fonctionnalités. Donc, on va avoir la possibilité de grouper les objets, d'avoir une visibilité sur l'ensemble des éléments. On va pouvoir régler son interface un peu comme l'on veut. On a des menus avec des onglets que l'on peut paramétrer. On peut travailler sur plusieurs écrans. On a bien sûr la possibilité de régler son interface assez facilement, tel qu'on l'entend, pour pouvoir être le plus aisé. On va pouvoir bien sûr placer des luminaires, placer des éclairages, avoir un retour en réel de ce que l'on a positionné, donc pour avoir déjà un pré-calcul, je dirais, de visualisation. On a la possibilité, bien sûr, d'avoir des fenêtres de rendu, au même titre que l'on aurait dans 3ds Max avec l'Active Shade, par exemple, dans Maya. Donc tout ça fait que ce produit est assez simple, et puis bien sûr, il est lié à Arnold, le moteur de rendu, avec la visibilité en temps réel si, par exemple, on utilise le GPU, du rendu, et ça qu'on met dans l'interface de Maya ou en dehors de Maya, et tout ce que l'on va procéder dans l'environnement et sur le modèle, toutes les transformations, les déformations, la mise en place des matériaux, on le verra sur la fenêtre de rendu, et en fonction de la puissance que l'on a, la puissance graphique ou la puissance CPU, on aura une résultante
quasiment immédiate. Donc ça, c'est, je dirais, ce qui est intéressant avec Maya. Bien sûr, on a la notion des dômes. On peut éclairer sa scène avec du fichier H2RI ou OpenEXR sans souci, au même titre que ce que l'on retrouverait dans 3ds Max. Donc, ses propres interfaces et ses workspaces, on peut les créer comme l'on veut, ce qui est important parce qu'il y a des centaines de fonctionnalités dans Maya et c'est important de préparamétrer, je dirais, ses interfaces pour être le plus productif possible. On peut bien sûr derrière les enregistrer et les réutiliser sans souci. Donc voilà un peu la présentation de l'interface de Maya. Donc on va pouvoir bien sûr faire glisser les fenêtres comme l'on veut pour créer ses propres interfaces. On peut travailler sur plusieurs écrans, ce qui est important, hein, puisqu'on a besoin d'avoir de la surface. Donc voilà pour la partie Maya. Et si je passe derrière à Bifrost, d'accord, qui est un plugin qui s'intègre dans Maya, ben on va voir qu'on a, ça nous ouvre des possibilités qui sont importantes, d'accord, notamment en termes de manipulation et de création d'effets spéciaux. Alors je reprends une petite démonstration qui était faite pour présenter un peu comment Bifrost se comporte. Parce qu'il y a tellement de scénarios pour construire un projet que bon, je suis parti sur un. Et donc la première chose que je vais regarder, c'est est-ce que les fonctionnalités de Bifrost sont bien chargées dans Maya. Donc je vois ici que mes fonctionnalités sont chargées. Et j'ai donc un onglet Bifrost qui me permet d'aller sur la partie graphique du graphe, hein, c'est-à-dire de monter ma chaîne nodale pour pouvoir créer mes effets. Alors j'ai des effets qui sont déjà préparés, hein, qui sont déjà livrés avec Bifrost, qui me permettent de faciliter les choses. Mais là, je vais partir de zéro, d'accord, pour utiliser les fonctions simples de Bifrost pour comprendre qu'est-ce qu'est cette interface nodale et l'intérêt que ça a. On voit que je peux créer bien sûr plusieurs graphiques hein, avec des bouts de graphes qui sont différents les uns les autres, des essais si j'ai besoin. Et puis là, je vais charger un fichier alambic, on va dire un fichier type pour ceux qui ne connaissent pas alambic, c'est comme du LBX. Je vais transporter du modèle, des animations, de la texture, de l'éclairage, etc. Ce fichier fait 9 gigas. 9 gigaoctets. Donc, je charge. Et pour ça, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher donc une fonctionnalité qui va me piloter mon cache dans mon système. Et je vais tout simplement taper Alambic, là par exemple, pour aller chercher la bonne fonctionnalité. Et ensuite, je vais charger ce nœud dans mon interface graphique. Donc, ce nœud, une fois qu'il est chargé, d'accord, je vais aller le chercher ici. Géométrie, où on voit ici qu'on a la fonction inalambique. Et si je n'arrive pas à le trouver, je tape alambic. Il va me donner toutes les fonctions que j'ai qui sont liées au format alambic. Et puis, je vais choisir donc celui qui m'intéresse. Donc là, un read alambic, je vais aller lier le fichier, donc aller le chercher. Et j'ai des entrées et des sorties comme toute interface nodale. On retrouve ça un peu dans l'éditeur de matériaux de Max, par exemple, l'éditeur avancé, où on a cette notion d'entrée et de sortie sur les fonctions. Donc très simple, pas de programmation, je vais simplement lier les nœuds entre eux pour obtenir mon résultat. Donc là, je vais aller chercher mon fichier et ce fichier ensuite, donc il fait 9 gigas, hein, je le rappelle. Donc là, on voit qu'il fait 9 gigaoctets. Je vais le charger et je vais le mettre dans. Je vais ensuite demander à cette fonction de lecture d'alambic d'aller me le mettre dans un nœud qui est le nœud de sortie pour Bifrost, c'est-à-dire présenter l'objet. Et là, je vais voir d'ailleurs que je vais charger très rapidement, hein, puisque c'est rapide. Et puis, donc ça, ce sont des formes, hein, les maillages. Et puis, je vais ensuite donc régler ma timeline tout simplement pour dire que ce que je veux, c'est les animations que je vais retrouver dans le fichier alambic, qu'elles soient positionnées
sur MyTag, que ce soit accessible à Maya. Donc là, ici, je vais aller chercher une fonction pour me créer donc des nœuds, on va dire, en fonction des animations que j'ai dans le fichier alambic. Et on voit le fichier 9 Go, c'est un bâtiment qui se détruit. Très simplement, avec ma souris sur mon PC, en déplaçant le curseur de temps, je vais voir que l'animation se produit bien. Je vais me créer un petit plan, d'accord, un petit plan pour que on ait le bâtiment donc qui ne s'écoule pas dans le vide, hein, et puis ce bâtiment donc qui vient du fichier alambic, je vais avoir la possibilité ensuite donc de mettre la fonctionnalité du plan. Hein, je vois l'objet de plan, je vais le placer dans mon interface nodale et je vais maintenant créer des instances de mon bâtiment. Donc je pourrais très bien faire un copier et déplacer dans mon élément, mais c'est pas ce qui va m'intéresser, c'est d'utiliser Alambic pour la modélisation. Et donc là, de l'instance, je vais tout simplement la lier sur le bon connecteur. De toute façon, je vois tout de suite. Et j'ai fait une instance qui va être de mes bâtiments, qui est positionnée sur le quadrillage finalement de mon plan. C'est la fonctionnalité que j'ai utilisée. Là, je peux bien sûr, comme dans toutes les fonctions d'instanciation sur un maillage, travailler ensuite. Je montre que je peux, bien sûr, j'ai mon animation qui a suivi. Donc, imaginez quand même la taille du modèle. Et puis, j'ai la possibilité de choisir un peu si ces instants, je veux les positionner suivant le quadrillage tel que j'ai, donc, ou alors si je veux les positionner différemment, d'accord. Finalement, je pourrais dire, non, je veux les mettre de façon aléatoire sur le plan ou les mettre, les changer. Là, je vais travailler sur un nœud d'échelle, modifier l'échelle de façon aléatoire, d'accord, avant de les mettre en sortie pour Maya. Et finalement, vous voyez que mes bâtiments, de façon aléatoire, donc j'ai bien sûr des valeurs que je vois sur le côté droit, là, avec la taille minimum et la taille maximum. Et puis, je vais pouvoir ensuite jouer sur les règles de distribution pour dire, je vais avoir plutôt des grands modèles plutôt que des petits. Et même sur un fichier qui, de base, entre et fait 9 gigas, on voit que c'est quasiment du temps réel. D'accord. Donc, c'est pour montrer la puissance aujourd'hui que l'on a à travers le couple Maya Bifrost. Donc là, ils sont positionnés. Je pourrais les repositionner différemment, donc comme je disais tout à l'heure, en mettant un modificateur, un nœud de positionnement aléatoire, d'accord. Et puis ensuite, on voit qu'au niveau, par exemple, de l'orientation, je les ai orientés de façon aléatoire, d'accord, pour positionner mes objets. Je vais pouvoir préciser un peu les angles que je veux sur chacun de ces objets, d'accord, de façon très simple. Donc, on va dire que même si c'était des particules quelque part, vous voyez des particules avec avec des fichiers à la base qui font 9 gigas, se positionnent assez simplement dans mon interface Maya à travers Alambic. Donc là, ici, on peut voir ici mon graphe donc, qui se construit, hein, c'est ça qui est important. Et puis, je vais travailler maintenant sur le placement, d'accord, puisque là, j'ai un bâtiment à chaque, je dirais, intersection de maillage. Là, je vais le placer différemment, d'accord, les placer de façon aléatoire par rapport à la surface, par exemple. Dire maintenant, sur la surface, je veux que 25 éléments, je veux en mettre beaucoup plus, 500 par exemple. Et donc, j'ai mon résultat qui vient de façon quasiment automatique, malgré le fait, d'accord, que le fichier est relativement lourd. D'accord. Donc là, ici, je vais et je vois que dès que je déplace ma timeline, quand même, j'ai mon animation qui se joue pour l'ensemble des bâtis qui sont positionnés. Et chaque bâti est composé de briques, hein, d'éléments
C'est pour ça qu'il y a une taille importante, je dirais, au niveau de mon modèle, et je garde toujours une grande fluidité qui me permet d'avancer sur mon projet. Bien sûr, derrière, je peux aller travailler avec le rendu pour avoir une résultante. Donc là, je vais faire mon rendu à travers une fenêtre Arnold, et on voit ici que j'ai la possibilité donc de travailler avec ma GPU, par exemple, et d'avoir automatiquement, quel que soit le positionnement, malgré la taille des fichiers, si je viens bouger et déplacer dans ma scène mon positionnement de vue, hein, ben là, je vois tout de suite la résultante au niveau du rendu à travers Arnold. Donc, quand même, une puissance assez importante pour pouvoir travailler. Alors, pourquoi je parle de Maya et Bifrost? Tout simplement parce que dans la collection, on retrouve ces deux produits qui vont nous intéresser pour faire des simulations très poussées, des simulations nodales. Ensuite, bien sûr, dans la collection, vous avez 3ds Max. 3ds Max, c'est un logiciel phare, surtout dès qu'on touche à l'animation. On va retrouver, qui est également dans la collection AEC, dans laquelle on va avoir les outils pour modéliser. On va avoir la force de 3ds Max, c'est tous ces liens avec les logiciels de CAO, des logiciels tels que AutoCAD, bien sûr, mais également des logiciels comme Revit ou comme Inventor, où on va avoir les lecteurs, on va avoir une partie de Revit, une partie d'Inventor qui sont intégrés dans le déploiement de 3ds Max et qui nous permettent d'aller lire le fichier natif sur des formats qui sont quand même aujourd'hui protégés, non ouverts, hein, comme Revit ou Inventor, et d'aller rechercher, d'aller lier les informations de façon automatique sans faire une conversion de fichiers, c'est-à-dire dire je transforme en step, je transforme en OBJ, etc. Et puis je perds un certain nombre d'informations. Donc d'un côté, on va avoir la CAO qui va continuer à évoluer, et de l'autre côté, je vais me ponter sur cette CAO pour pouvoir ensuite récupérer les différents objets, familles, composants qui sont dans ces fichiers de CAO. Et bien sûr, derrière, dans 3ds Max, j'ai toute cette notion de rendu en très haute définition, puisque j'ai la possibilité, bien sûr, d'intégrer différents moteurs de rendu, mais notamment Arnold, qui permet de faire la qualité broadcast quasiment, enfin, avec 3ds Max. Alors, 3ds Max, Maya, on va dire ces deux produits qui sont quelque part similaires, mais pourquoi on les a mis dans une collection? Parce que chacun a des avantages, hein, notamment 3ds Max me permet de lier assez facilement tout ce qui est logiciel de CAO, sachant que de passer de 3ds Max à Maya, les workflows sont automatiques. Je vais jouer avec le format FBX par exemple, et qui me permet de passer de mon fichier Max à mon fichier Maya. Et puis derrière, j'ai des produits tels que Motion Builder, Mudbox, des produits comment ça s'appelle, comme Recap par exemple, et qui me permettent d'aller travailler avec les deux. L'avantage de Maya, dans mon cas par exemple, c'est que j'ai Bifrost que je n'ai pas sur l'environnement 3ds Max. Arnold est un produit, donc c'est le moteur de rendu, donc qui permet de faire de la qualité en rendu, qualité broadcast, des effets de rendu qui sont bluffants, hein, et puis même de jouer avec de l'animation. Alors, quel moteur de rendu? Parce qu'on peut se poser la question, hein, quel est le meilleur moteur de rendu? Parce qu'il y en a quand même beaucoup dans le monde de l'imagerie et de l'animation. Le meilleur moteur, c'est celui que je maîtrise le mieux, d'accord, puisque finalement, que je prenne des moteurs comme V-Ray, comme Maxwell Render, comme Final Render, Corona, etc., des moteurs tierces, je dirais, on arrive à des résultats qui sont très intéressants. D'accord. Il y en a qui sont plus dédiés au GPU, d'autres plus au CPU, mais grosso modo, si c'est le moteur de rendu que je maîtrise le mieux qui est le meilleur de toute façon. L'avantage d'Arnold, donc
c'est un moteur de rendu qui travaille avec les deux, je dirais, options. Soit on travaille en full CPU et on va utiliser des fonctionnalités qu'intègrent les processeurs Intel, soit en GPU, donc avec les cartes graphiques. Et GPU notamment, on va utiliser les dernières spécifications qui ont été mises par exemple sur les cartes RTX, Nvidia, pour réduire le redémarrage du temps quand on lance un calcul de rendu. On a un certain nombre de fonctionnalités qui vont nous permettre de prendre en charge tout ce qui est langage OSL pour décrire les matériaux, les lumières, les déplacements, tout ce qui est motif, etc. On a un shader, shadow mat, donc qui permet de poser, je dirais, de l'ombrage, des ombres sur un fichier HDR par exemple, ou sur j'ai un fichier HDR, je vais récupérer un environnement et je veux mettre de l'ombre sur le sol. Il faut bien que je crée un plan uniquement pour percevoir ces ombres. Je vais avoir cette possibilité-là, que ce soit dans le CPU et y compris dans le rendu GPU. Donc, ce qui est quand même un gros avantage. J'ai bien sûr tout ce qui est utilitaire de post-production, c'est-à-dire faire du rendu par couche, ensuite pour le réassembler. J'ai pas que la couche de beauté, qui est finalement le résultat final, mais je peux avoir des couches pour les éclairages, pour les matériaux, pour certains matériaux, etc., qui me permettent de retravailler plus facilement en post-prod mes résultats de calcul. J'ai des gros éléments qui me permettent, des grosses fonctions qui me permettent de filtrer, de réduire les bruits. Vous savez, ces petits points qu'on va retrouver quand on va faire du rendu, puisque c'est un rendu qui est basé sur du lancer de rayons quelque part. On est avec un algorithme de type Monte Carlo, donc on lance des rayons à partir des lumières, on fait de l'assemblage ensuite de valeurs moyennes pour avoir la meilleure colorimétrie du pixel. Et donc, on a beaucoup d'améliorations, ce qui permet d'avoir des rendus qui sont plus rapides, puisqu'on va pouvoir lisser un peu les bruits. L'interface d'Arnold, que ce soit dans Maya ou dans Max, c'est la même. Et l'avantage de la collection MNI, c'est qu'on a 5 nœuds de rendu, donc pas de coûts supplémentaires. Dès qu'on a des gros calculs à faire, je peux faire tourner mes rendus sur 5 machines différentes. 5, ça peut être 5 serveurs, par exemple, de calcul dans lesquels j'ai chargé en CPU ces machines, et puis je vais lancer le rendu sur l'ensemble des machines, et 5 donc machines à chaque licence MNI collection que j'ai. Donc pour mes mots, quand même, un VRA coûte 600 € par an, un Corona 300 €, etc., etc. L'avantage d'Arnold, c'est qu'il est intégré dans la collection MNI avec 5 nœuds de rendu, donc il vous coûte $0 donc pour pouvoir faire son travail. Et si je prends aujourd'hui, par exemple, juste le shadow mat, vous voyez, là ici j'ai un certain nombre d'objets, ce sont des feuilles, d'accord, que j'ai représentées. Ces feuilles, vous voyez, j'ai un plan, ce plan-là, j'ai un fichier HDR, et donc j'ai posé un matériau shadow mat qui me permet de récupérer l'ombrage, on voit l'ombrage derrière. Vous voyez l'ombrage qui vient se poser finalement dans l'environnement. Et si ici, j'ai mis un outil qui me permet de projeter l'ensemble des feuilles sur ces chaises, par exemple, je vais pouvoir directement, avec mon rendu GPU, avoir tout de suite la résultante, d'accord, de ce qui est capable de faire le moteur Arnold, avec des milliers d'objets, y compris sur la partie ombrage, avec ma carte graphique, donc qui est intégrée à mon PC. Et si ici, je prends rapidement, je ne vais pas tout passer parce que je vois le temps qui défile, mais là, j'ai ma fenêtre dans Maya, puisque le premier c'était dans Max. Là, ici, je suis dans Maya et vous voyez que je tourne en temps réel. Mon calcul dans la fenêtre de rendu Arnold est quasiment fait en automatique avec ma carte graphique. D'accord? Quel que soit, et même si je viens ici travailler sur, par exemple, la modélisation d'un personnage, vous voyez que le rendu est ici automatique. Si je fais avancer,
quasiment, j'attends quelques secondes, et puis pour avoir la résultante de mon rendu. Pareil sur des scènes qui sont des scènes plutôt d'architecture, avec des portails de lumière que j'ai mis sur les fenêtres. On voit que la résultante est quasiment automatique. Et donc, je vais avoir, vous voyez, ces bruits-là, je vais avoir des filtres qui vont me permettre rapidement d'avoir une première idée, je dirais très, très rapidement. Alors pourtant, il y a des millions de polygones là, dans cet élément pour avoir un peu une idée du rendu et de la valeur d'éclairage que j'ai dans mon rendu à travers des filtres, donc de débruitage. D'accord, j'en ai plusieurs. Ici, c'est le filtre RGB. Si je restais juste avec la beauté, vous voyez, j'ai du bruit qui apparaît. Donc, j'ai la possibilité très rapidement, avec ma carte graphique, de visualiser ces éléments-là. Si je vais ici sur un personnage, par exemple, vous voyez, ça, c'est le personnage qu'on a modélisé dans Maya. Ça, c'est la résultante que j'ai dans Arnold, donc quasiment en temps réel avec ma carte graphique, une RTX 3000, donc qui me permet de pas attendre pour avoir déjà un pré-rendu, je dirais, de qualité. Et puis derrière, je vais pouvoir jouer avec des filtres donc pour retirer le bruit, pour avoir ce premier résultat. Après, quand je lancerai mon calcul de rendu, je le lancerai sur plusieurs machines pour avoir ma scène finale. Donc, bien sûr, si j'utilise le CPU, j'aurai moins de bruit, on va dire, par défaut, mais des temps un petit peu plus longs de calcul. Vous voyez que là, ici, avec juste la réduction du bruit comment ça s'appelle, avec le composant RGB, je viens lisser et j'ai quasiment un résultat parfait en quelques secondes. Même si je suis très près, j'aurai cette résultante. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un des avantages, d'accord, d'Arnold. Ensuite, j'ai Recap Pro. Alors Recap Pro, ça sert à récupérer des environnements. À partir de là, je vais vous montrer de la photogrammétrie. D'accord. Si j'ai fait un certain nombre de photos d'un environnement, à partir d'un petit drone, j'ai posé un appareil photo et j'ai fait un certain nombre de photos. Recap Pro, je vais pouvoir utiliser les services Autodesk qui vont me permettre de reconstruire, je dirais, un environnement. Hein. Donc là, je pose l'ensemble de mes photos et puis ensuite, je viens charger mon modèle. Mon modèle, c'est un modèle maillé et dans lequel j'ai les photos qui ont été backées pour me faire une texture. Donc, je vais changer d'abord l'orientation de mon Z. D'accord, je vais choisir une surface sur laquelle m'appuyer pour orienter mon Z. Et puis, derrière, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est mettre une notion d'échelle. J'ai fait quelques photos dans un environnement. Et puis, à partir de ces photos-là, j'ai créé une surface qui va me servir d'intégration dans mon logiciel, que ce soit 3ds Max ou Maya, peu importe lequel j'utiliserai. Après, ce qui est important quand on va faire de la photogrammétrie, c'est de donner une notion d'échelle. Bon, là, ça tombe bien, j'ai des véhicules, donc je vais simplement cliquer et dire, voilà, entre le début et la fin du véhicule, j'ai une distance de 5 mètres, d'accord, pour me donner une notion d'échelle à mon environnement. Et c'est cet environnement ensuite que je vais récupérer avec les textures qui sont backées. Et concrètement, sur le maillage, il faut quand même que je regarde que tout soit correct, que j'ai pas de trou au niveau du maillage, parce que là où il n'a pas pu créer s'il n'y avait pas la photo adéquate, il m'a fait un trou. Donc, je vais tout simplement demander à visualiser les trous qu'il y a. Je les sélectionne ici et je vais demander à les fermer, d'accord, pour avoir une enveloppe complète de mon environnement. Donc ça, c'est un outil Recap Pro qu'on n'utilise pas assez, je dirais, dans la partie modélisation imagerie, mais qui permet de récupérer très facilement des environnements. Et ensuite, ce fichier, je vais le sortir en FBX pour le charger dans 3ds Max ou Maya, je l'exporte et je vais avoir un FBX qui est utilisable. Motion Builder, rapidement, c'est quoi? C'est ce qui me permet de faire de l'animation, d'accord, de l'animation de personnages. Donc là, ici, si je prends Motion Builder en quelques secondes,
Bah, tout simplement, j'ai un personnage, j'ai des personnages que je vais pouvoir travailler à travers un squelette, d'accord, assez facilement, avec des mouvements qui sont prédéfinis dans Motion Builder, des mouvements naturels pour marcher, m'asseoir, etc., etc., ou des mouvements que je peux récupérer d'outils extérieurs, donc la plupart des outils du marché, qui me permettent de récupérer de la capture de mouvement à partir d'éléments relativement simples. Et donc pouvoir animer des personnages comme je l'entends, d'accord, sans grande difficulté. Bien sûr, Motion Builder est lié à Max et à Maya également, hein, sans problème. Modbox, un outil donc, qui est intégré dans la collection MEE qui me permet de texturer et de sculpter, je dirais, de créer un objet assez facile. C'est un jeu d'enfant quasiment, hein, de travailler avec Modbox, et ça me permet donc de texturer, par exemple, un objet que j'ai intégré dans Modbox, ou voire de sculpter. Alors, si je prends ici, par exemple, pour la partie parcours, hein, bah, j'ai toute une collection de fichiers, des fichiers PNG, des fichiers JPEG, etc., que je vais avoir sur le côté. Et puis, mon modèle 3D, que j'ai directement lié de 3ds Max. Hein, je peux aller sortir ce modèle qui est maillé dans Modbox. Ben, j'ai la possibilité de le peindre très facilement, hein, de pouvoir uniquement avec des masques, pouvoir dire, OK, je veux peindre mon objet de cette façon-là, aller chercher des fichiers PNG, changer la colorimétrie de ces fichiers à travers des masques, etc. Très simplement, je vais créer toute une arborescence de calque qui vont me permettre de travailler directement sur le modèle, d'aller mettre par exemple, là ici des rayures, hein, parce que j'ai récupéré un fichier, sur mon modèle, et ensuite de rebasculer ça dans 3ds Max ou Maya avec la texture associée, et qui me permet très facilement, finalement, de peindre, je dirais, n'importe quel modèle qui est fermé. Et ici, ben, je vais retrouver donc mon élément ici dans Maya, là où je vais retrouver mon élément que j'ai travaillé dans Mudbox, et la résultante, elle est quand même assez impressionnante, hein, puisque faire un matériau de ce type-là, un matériau, je dirais, pour un objet que dans 3ds Max ou Maya, ça serait compliqué. Avec Mudbox, j'ai eu une facilité quand même importante pour faire cet élément. Donc la collection Media Entertainment, d'accord, de 3ds Max comprend beaucoup d'outils, d'accord, dont vous avez besoin pour créer finalement un pipeline 3D assez intéressant pour les effets visuels, les animations, les rendus complexes, à travers des outils de création comme Maya, Max, 3ds Max, Motion Builder, etc., Modbox, les puissances de simulation qui sont considérables avec Bifrost, qui est intégré sur Maya, qui ne fonctionne que dans Maya. Et notamment dans la collection MNI, vous avez 15 nœuds de calcul, de simulation Bifrost qui sont intégrés, ce qui vous permet de traiter très rapidement ensuite en rendu, je dirais, les animations, puisque dès qu'on fait des animations de fumée, de feu, des simulations d'eau, on a énormément besoin de puissance de calcul. Là, on pouvait faire tourner 15 machines en même temps avec la même licence MNI Collection d'Autodesk. Et vous avez également 5 licences de rendu Arnold qui sont intégrées dans une collection Media Entertainment. Si je prends l'ensemble des produits, si je les associe les uns avec les autres, le prix serait important, alors qu'en n'ayant qu'une seule collection, je vais réduire de quasiment 40-45% le prix de cette collection. Et le prix de la collection est, je dirais, en prix liste aux alentours de 3 000 € par an. Si je fais le calcul pour un logiciel comme 3ds Max, si j'additionnais 3ds Max, Maya avec Bifrost, les parties Mudbox, Recap, etc., j'arriverai à plus de 5-6 000 € assez facilement, alors que dans un seul produit, dans une seule suite,
une seule collection, j'aurai l'ensemble de ces produits. Voilà. J'espère que là, vous avez à peu près compris ce que comprenait la collection. Donc, je vais rester sur des questions et réponses là, si j'ai des questions sur la collection MNI. Ensuite, je reviendrai donc dans les semaines qui viennent sur chacun des produits, sur chacun des outils pour montrer ce que l'on peut faire avec. D'abord, la prise en charge, la présentation du produit et puis ce qui est important d'avoir en termes de machine, puisque notre société nous permet de travailler également en tant que partenaire des grands constructeurs, je dirais, que ce soit graphique, de cartes graphiques ou de machines, de pouvoir tester et d'adapter les machines au mieux des besoins des studios. Voilà. Donc, question, pour l'instant, je n'ai pas de questions à ce stade, ce qui est très bien. De toute façon, vous pouvez les poser ensuite par mail si vous avez besoin. Et je vous remercie, d'accord, de ce webinaire, d'avoir été présent à ce webinaire, et je vous dis donc à une prochaine fois. Donc toujours soit sur la chaîne YouTube RFSA, soit en visualisant à partir de notre site web les différentes webinaires que l'on fait, puisqu'on en fait quand même beaucoup autour des produits Autodesk. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit et je vous libère donc pour votre journée pour revenir à vos occupations. Merci, à bientôt.